Bienvenue à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire OSAE sur le thème de la méthanisation et son intégration dans les systèmes agroécologiques. Donc, déjà quelques règles pour commencer. Donc, on est en mode webinaire aujourd'hui. Donc, seuls les intervenants peuvent prendre la parole dans ce webinaire et vous pouvez adresser toutes vos questions dans la partie questions-réponses et on y répondra autant que possible dans la dernière partie du webinaire, donc dans la dernière demi-heure de cet échange. Et si vous avez des problèmes techniques avec Zoom, vous pouvez nous les mentionner dans le chat et on essaiera d'y répondre. Euh, donc rapidement, pour vous présenter Solagro, donc c'est une association qui a été créée en 1981 et qui travaille sur les transitions énergétiques, climatiques, agroécologiques et alimentaires. Donc aujourd'hui, Solagro est constitué d'une équipe d'une cinquantaine de salariés qui sont répartis entre Toulouse et Lyon et qui possèdent des expertises variées dans différents domaines. Et donc Solagro aujourd'hui couvre trois métiers, donc une activité de bureau d'études, d'ingénierie conseil, une activité de recherche et prospective, notamment avec son scénario prospectif After 2050, et enfin une activité de formation donc pour diffuser et partager des savoirs en lien avec les transitions. Euh, donc aujourd'hui, Solagro est constitué de sept activités, donc sept domaines d'expertise. Donc on peut citer agroécologie, biodiversité, énergie, climat, bioressources, méthanisation et d'autres. Euh, donc les intervenants qui vont aujourd'hui participer à ce webinaire, c'est tout d'abord Sylvain Pimon qui est agriculteur et méthaniseur dans la Vienne. Donc on le remercie tout particulièrement d'être présent aujourd'hui et d'avoir répondu pour le témoignage aux AE. Sylvain Doublé qui est responsable de l'activité bioressources et prospective à Solagro et moi-même qui suis donc chargée de mission méthanisation à Solagro. Donc, ce webinaire se fait dans le cadre du projet OSAE pour oser l'agroécologie. Donc, OSAE, c'est une plateforme en ligne qui a été créée par Solagro en 2013 et dont l'objectif principal est de diffuser des savoirs issus des agriculteurs sur leurs pratiques agroécologiques pour accélérer leur diffusion. Donc, sur la plateforme Mosaï, on présente de manière détaillée des pratiques agroécologiques qui ont été mises en place sur des fermes du territoire. Et l'objectif, c'est également de suivre l'évolution de ces systèmes agroécologiques dans le temps pour évaluer leur performance, que ce soit agro-environnementale ou économique. Et donc, l'objectif, c'est également à travers ces témoignages et la diffusion de ces pratiques, de donner envie à des agriculteurs de faire évoluer leur système vers des pratiques agroécologiques. Donc, sur la plateforme Mosaï, vous pouvez retrouver donc les témoignages détaillés des agriculteurs. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de témoignages en ligne, mais également des synthèses techniques sur des pratiques en particulier. Et on a également un certain nombre d'événements autour de la plateforme Mosaï, notamment la quinzaine de l'agroécologie qui a eu lieu fin janvier là, et qui a donc été l'occasion pour le grand public de visiter un certain nombre de fermes qui sont présentes sur la plateforme Mosaï. Et on a également des témoignages vidéo qui sont hébergés sur la plateforme Mosaï. Et comme aujourd'hui, on le fait des webinaires sur certaines thématiques et sur certaines fermes de la plateforme. Donc, le projet OSAE existe grâce à également un certain nombre de partenaires financeurs. Donc, on a notamment des agences de l'eau, l'ADEME, l'OFB et la région de Nouvelle-Aquitaine. Donc, voilà, c'est aussi l'occasion de les remercier pour leur soutien et pour nous permettre de continuer à animer la plateforme OSAE. Donc, OSAE aujourd'hui, c'est une approche systémique dans la description de systèmes agroécologiques qui peuvent être en agriculture bio ou non. On essaye également d'intégrer une approche vulnérabilité au changement climatique dans les portraits d'exploitation qui sont hébergés sur la plateforme. Également une approche santé des sols avec notamment l'outil Symeos AMG qu'on utilise pour réaliser des bilans humiques. Et on présente des démarches, que ce soit individuelles, mais également collectives, des démarches de filière. Et aujourd'hui, donc, on a une cinquantaine de portraits, comme je vous l'ai dit, des webinaires et des synthèses techniques divers.
Donc l'agroécologie, pour la définir, on peut utiliser la fleur de l'agroécologie qui représente les grands principes qu'on retrouve dans les systèmes agroécologiques. Chaque item de la fleur de l'agroécologie peuvent être suivis grâce à des indicateurs qui permettent de mesurer et d'objectiver les pratiques agroécologiques sur les fermes. Donc pour en citer quelques-unes, l'adaptation au changement climatique, favoriser la diversité génétique et spécifique, ou encore optimiser et équilibrer les flux de nutriments, donc azote et autres. Le webinaire d'aujourd'hui se fait dans le cadre d'un financement de l'ADEME, pour réaliser des portraits d'exploitation qui ont mis en place des énergies renouvelables dans leur système. Donc, l'objectif de ce programme de 3 ans était d'intégrer 6 nouveaux portraits d'exploitation sur Osae, que ce soit des initiatives individuelles ou collectives, pour répondre à la question de comment ces énergies renouvelables peuvent s'intégrer dans des systèmes agricoles et, euh, et répondre à un usage énergétique. Donc, pour l'instant, on a plusieurs témoignages en ligne sur la méthanisation, le séchage en grange au Pays Basque, et on va en sortir prochainement d'autres sur d'autres énergies renouvelables. Donc le portrait, enfin le webinaire d'aujourd'hui porte sur la méthanisation. Donc, pour rappel, la méthanisation, c'est un procédé biologique qui permet donc de dégrader de la matière, de la biomasse. Donc, ça peut être des effluents d'élevage ou des biodéchets, des résidus de culture et d'autres matières organiques. Donc, ils vont être dégradés et cette dégradation va donner lieu à deux principaux produits. Donc, tout d'abord le biogaz qui peut être épuré pour produire du gaz qui va être directement injecté sur les réseaux de gaz en France, ou alors pour la production d'électricité. Et l'autre coproduit principal de la méthanisation, c'est le digesta, qui est un produit fertilisant qui peut être épandu sur les surfaces cultivées. Donc la particularité de la méthanisation, c'est que c'est une filière fortement associée au monde agricole. Aujourd'hui, 47% des unités de méthanisation sont détenues par des agriculteurs, et 90% du gisement de biomasse qui est utilisé par la filière provient d'exploitation agricole ou est d'origine agricole. Donc voilà, il y a vraiment un lien étroit entre méthanisation et agriculture. Et cette filière méthanisation occupe également une place centrale dans les prospectives à l'horizon 2050 qui ont été faites. Donc on peut citer Negawatt ou After 2050. Et ce développement de la filière qui est projeté repose en majorité sur des intrants d'origine agricole. Donc voilà, tous ces éléments peuvent nous amener à nous interroger sur la manière avec laquelle la méthanisation peut s'intégrer dans les systèmes agricoles de demain, et quel modèle de méthanisation soutenir et promouvoir pour appuyer des transitions agroécologiques. Donc, le système qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc l'exploitation de Sylvain Pimon, permet d'apporter des réponses à ces questions. Donc, je vais laisser la main à Sylvain pour nous présenter son exploitation agricole et son unité de méthanisation et toutes les synergies qui existent entre les deux. Donc moi, je suis installé depuis une vingtaine d'années, dans une sud de l'Indre, dans une région à très potentiel agronomique, sur une exploitation en polyculture élevage, à l'origine naisseur, engraisseur, avec des productions végétales à côté. Donc du coup, sur cette exploitation à l'origine familiale, on a un système d'engraissement classique avec une grosse base de maïs en silage et aussi surtout de soja. Rapidement, on a voulu se diversifier un peu et surtout devenir plus indépendant. Donc du coup, on est passé en agriculture biologique, qui nous a permis de passer des pesticides et des engrais minéraux. Donc, il a fallu qu'on adapte notre rotation pour pouvoir évoluer dans ce système-là, qu'on maintienne nos équilibres entre les ateliers d'élevage et les ateliers de production végétale. Donc, du coup, ça, c'était la première phase. C'était un changement majeur quand même, tout en maintenant des activités de salariés agricoles. Euh, donc on est passé du coup d'un système où on faisait des taurillons en engraissement à un système de broutards, donc des jeunes veaux qu'on vendait pas fini
fait évoluer ça, pour ce qui est des mâles, vers la vente de veaux de boucherie à moins de 8 mois, qu'on finissait sur l'exploitation. Donc le fait de passer en bio, déjà, comme on ne part pas sur des rendements très élevés dans notre région, déjà en conventionnel, on a quand même beaucoup mieux valorisé nos cultures au point de vue économique, parce que le prix de vente des céréales bio était très bon à l'époque. C'était assez performant à tout point de vue. Euh, donc, ces veaux de boucherie, ensuite, on a continué à en produire, mais en même temps, pour qu'il y ait des mâles, on est passé dans un système bœuf pour finir de plus en plus à l'herbe nos animaux. Donc, bien sûr, ça demande un petit peu de temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Nous, on est arrivé dans ce système-là. Euh, pour ce qui est des cultures, du coup, quand on était en bio, avant, pour avoir une fertilisation azotée suffisante, sur notre grande culture bio, on était obligé de faire venir des fientes de volailles qui venaient beaucoup du Grand Ouest. C'était pas forcément très satisfaisant parce que ça fait des kilomètres. Hein, c'est-à-dire que les régions qui sont un petit peu au-dessus de chez nous exportent leurs céréales vers le Grand Ouest et le Grand Ouest nous renvoyait ces émissions de gaz. Mais ça permettait d'avoir un bon apport d'azote extérieur, notamment pour faire des blés et des blés meuniers, qui étaient les gens les plus riches en protéines, pour être des qualités meunières. Et donc, on y arrivait par ce biais-là. La, les champs de volaille, du coup, la législation en agriculture biologique s'est durcie il y a quelques années. Et de toute façon, on était déjà à la recherche d'encore plus d'autonomie, de trouver des solutions. Une des solutions qui est apparue assez vite, c'était d'apporter au sein de la ferme un outil qui était le méthaniseur, qui nous a permis de faire évoluer aussi notre assolement, que je vous présentais tout à l'heure, et d'être beaucoup plus autonome en azote, et avec aussi une diversification des productions d'énergie. Sur la ferme, ce que j'ai pas dit, c'est qu'avant, on a déjà recouvert nos bâtiments en photovoltaïque, donc ça c'était une première diversification. Et on avait déjà changé, par exemple, pour les séchoirs à maïs ou à céréales, parce qu'en bio, parfois, on avait ça qui sont un petit peu vertes. Eh bien, on avait remplacé ces énergies par du bois. Donc, on a remplacé le gaz fossile par du bois et de la friture forestière. Donc, cette transition vers la méthanisation, du coup, est un peu dans le droit fil de l'évolution d'aller vers plus d'autonomie sur la structure. Donc, on peut avoir notre affolement, on a été dans un affolement sur 6 ans avec une tête de rotation prairie, avec 3 prairies riches en légumineuses. Euh, Dès la deuxième année, en fait, on s'est aperçu qu'on avait à planter des seigles en même temps que la première année de prairie, avec des légumineuses sous couvert. Donc, le seigle pousse très très vite, on attend le 15 septembre, ce qui nous permet de récolter fin avril, de laisser la prairie riche en légumineuses s'implanter doucement, généralement un petit peu de temps s'implanter, pour avoir un couvert de légumineuses très dense et très riche dès la première année. Donc là, on apparaît la première cible, culture intermédiaire à vocation énergétique, qui est ce seigle, tout en ayant la prairie couverte dessus. Ensuite, cette prairie, elle va rester 2 à 3 ans en fonction de la qualité de la prairie. Pour être ensuite, du coup, après ces 3 années de prairie, on va faire 3 années de culture. En première année de culture, généralement, on va faire un blé, parce que derrière une prairie de champignons, on est plutôt assez riche en azote. Donc, du coup, on va retrouver, on va sélectionner cette problématique avec le blé de qualité meunière. Première culture, on est d'automne. En deuxième culture, généralement, on va essayer de changer de saisonnalité, de passer vers une culture de printemps. Dans une culture de printemps, on va pouvoir y retrouver éventuellement du maïs, parce que moi j'ai la chance d'avoir une retenue collinaire que j'ai été faite il y a une vingtaine d'années avec l'aide de la BDT du département, comme maître d'œuvre et maître d'ouvrage. Donc une retenue collinaire qui utilise de l'eau du bassin versant. Du coup, on peut faire du maïs, enfin des cultures irriguées, c'est une bonne partie de l'exploitation. Sur les terres qui ne reçoivent pas d'irrigation, on peut faire aussi plutôt des sorgho,
Euh, et puis éventuellement, on fait aussi pas mal de baignoires de sarrasin. Voilà, c'est pas mal pour la Bretagne. Euh, du coup, je disais que sur les cultures, le troisième cycle culturel, c'était une culture du coup d'automne où on fait souvent un métail de mélange de triticale, pois, févrole. Donc on associe les graminées et les légumineuses pour la récolte en grains, qu'on va ensuite séparer et du coup, voilà, on va vendre à côté, on va vendre séparément et le triticale, et le pois, et la févrole. Et une partie de ces céréales peuvent être utilisées aussi pour l'atelier d'élevage pour finir nos animaux voilà, en fin de cycle, en toute fin de cycle, notamment pour les veaux qui ont moins de 8 mois, qui ont besoin de ça un petit peu pour se finir. Donc voilà en gros le cycle cultural sur la ferme. Euh, Et qui est très bien établi. ce qui est intéressant de voir dans cette rotation, c'est qu'il y a plusieurs leviers pour lutter de manière intégrée contre les adventices et l'enherbement. Donc, tu as parlé de la prairie temporaire en tête de rotation. On peut aussi mentionner le métail qui a un pouvoir couvrant qui permet aussi de lutter contre les adventices. Et tu pratiques également du pâturage. Enfin, ça t'arrive de faire pâturer des repousses de culture par le troupeau. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc en fait, l'avantage sur nos cultures bio, eh bien, c'est qu'une fois qu'on a récolté, au mois d'août, on est dans une région qui est limono-sableuse. Il arrive souvent quand même d'avoir de bonnes périodes de sécheresse. Et là, du coup, derrière le déchômage de nos cultures, après la récolte, du coup, si on a la chance qu'il y ait une petite pluie, on a un couvert qui repousse et là, on laisse les animaux là-dedans. Et ce qui nous permet, notamment au mois d'août, euh, d'avoir toujours un pâturage qui va circuler. Puis en même temps, nous, ça fait un nettoyage des parcelles. Et puis un retour au sol par les boules directement sur place. Hein. Là, c'est une barre de coupe à l'avant et un épandeur à l'arrière. C'est magnifique, ça marche plutôt très bien. Donc c'est pour dire que ces ateliers, l'ensemble de ces ateliers et de grandes cultures et l'atelier bovin avec la diversité de ces productions et l'atelier du méthaniseur sont très complémentaires et il aide bien à boucler cette boucle de manière assez vertueuse. Mhm. Et après, au niveau des cives, vous allez a priori vers une extensification de votre production de cives, c'est-à-dire que à terme, vous allez essayer de les faire éventuellement revenir moins fréquemment dans la rotation par rapport au démarrage de votre projet de méthanisation où il y avait la nécessité de produire davantage de cives pour constituer des stocks de matière. Ouais. Donc effectivement, méthaniseur, quand on a commencé, moi j'avais très peu de trésor, hein, parce que c'est une des problématiques qu'il faut arriver à solutionner quand on va construire un méthaniseur. Hein. Moi, ça a été 90% d'emprunt, 10% avec de l'ADEME. Donc pour arriver à constituer ces stocks, ça représente des volumes financiers assez importants. Donc au début, on a fait plutôt pas mal de cives. On a la chance d'être dans une région qui a une faible pression foncière. Hein. Malheureusement, il y a beaucoup d'agriculteurs, notamment d'éleveurs, et surtout des filles d'éleveurs qui ne souhaitent pas reprendre les fermes. Euh, et donc, du coup, c'est vrai qu'on a une pression foncière qui est faible et ça nous permet de travailler de manière beaucoup plus extensive. Le fait que les prix du foncier ne sont pas chers, les fermages sont plafonnés et ne sont pas chers, voilà, c'est dû au stade de commentaire agronomique. Donc, ça nous permet d'extensifier le système. Et ça, du coup, c'est assez intéressant, et notamment avec les prairies. Ça peut être voilà, sur les prairies temporaires comme les prairies permanentes. On a aussi des géographies qui sont assez diverses. Hein. On est dans une région qui est légèrement vallonnée, mais parfois on a des bons vallons aussi. On a besoin de l'activité d'élevage pour pouvoir valoriser l'ensemble de ce pâturage. Et donc, on se joue de tout ça pour arriver à trouver un bon équilibre dans l'ensemble des ateliers. Merci Sylvain. On va passer sur la diapositive suivante. Hop,
revenir un petit peu plus en détail sur l'unité de méthanisation et les choix techniques qui ont été faits à la conception de l'unité. Donc voilà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'unité en elle-même? Oui, donc moi j'ai fait le choix, donc en tant que porteur de projet, au tout début, je me suis posé la question de faire un méthaniseur en cogénération. Je me suis rapidement aperçu qu'en fait sur ma structure, je pouvais accéder à un méthaniseur en injection. Euh, qui me paraissait préférable par rapport au rendement énergétique de l'installation. Euh, donc, du coup, j'ai fait le choix de faire un méthaniseur en injection de 115 nanomètres cubeurs en moyenne par an. Donc, du coup, ce méthaniseur, j'ai fait le choix d'une technologie avec un constructeur allemand, qui est un agriculteur, Hans Schreiter, qui a choisi de faire donc un méthaniseur fait par un paysan pour les paysans, c'est-à-dire qu'il soit le plus simple possible technologiquement. Euh, et en fait, c'est un méthaniseur qu'on enterre. Donc, on enterre nos cuves qui permet d'utiliser la force de la gravité pour incorporer l'ensemble de matières que l'on met dans le méthaniseur. Donc, le but, c'était vraiment d'avoir quelque chose de plus simple possible, avec le moins d'entretien possible et une moindre consommation énergétique. Voilà, c'est le choix technique du méthaniseur. Ensuite, sur le point de vue épurateur, hein, pourquoi en fait il faut des méthaniseurs? À l'époque, il fallait au moins un méthaniseur de 100 nanomètres cubeurs pour pouvoir être rentable, parce que l'épurateur est un poste qui est cher, c'est environ 1 million d'euros. Et donc, du coup, pour pouvoir l'amortir, il faut passer quand même un certain volume de biogaz à épurer. Donc voilà, c'est un épurateur membranaire. Euh, donc voilà, après, en choix technique, on est dans un infiniment mélangé, un méthaniseur dans le cube, infiniment mélangé, à une température mésothique de 40 degrés, donc incorporation directe avec du coup une grande vis qui incorpore dans ces cuves-là de manière gravitaire. On a fait le choix de mettre un séparateur de phase, c'est-à-dire que le digesta ensuite est séparé en phase solide et en phase liquide, parce que je vous présentais tout à l'heure le système de fertilisation qu'on a mis en place, et donc du coup ça nécessitait de mettre en amont un séparateur de phase. Euh, donc voilà, des gros volumes de cuves, comme du coup on choisit de triturer un peu moins la matière, on joue sur le temps de séjour et donc on fait le choix d'avoir des volumes de cuves relativement importants qui permettent une très bonne dégradation de la matière et une bonne efficacité du méthaniseur. Super. Donc là, on va pouvoir enchaîner en présentant l'approvisionnement du méthaniseur, donc en détaillant un petit peu plus la ration de ce qui est donc incorporé dans le méthaniseur et après détailler sur la partie digesta, gestion, épandage et notamment la technique d'épandage que tu as mentionné pour le digesta liquide. Donc, ce qu'on importe dans le méthaniseur, on a une partie de cible qui représente le plus gros volume. Donc, comme j'ai expliqué, d'où elles viennent, la première cible la plus importante, c'est en fait ce seigle qu'on met en tête de rotation avec l'implantation de prairies riches en légumineuses. Euh, Ensuite, on peut replacer une deuxième cible toujours d'automne. Ce qui nous intéresse assez, c'est d'implanter ces cibles à l'automne parce que du coup, on a des rendements qui sont assez assurés. Hein, le fait que la croissance se fasse juste avant l'hiver et après, on a dans la région des pluviométries qui sont beaucoup plus régulières que les cibles d'été. Euh, la première plantation de cibles, elle est en tête de rotation. La seconde que l'on peut faire, c'est entre l'implantation du blé et de la culture suivante, qui va être une culture de printemps. On récolte du blé au mois de juillet. Et donc derrière, au 15 septembre, on replante généralement un mélange de seigle, de triticale, en fonction de l'hydromorphie des terres, qu'on va récolter aussi au mois d'avril avant la culture de printemps. Euh, ce qu'on a présente sur l'exploitation, on a aussi une partie de prairie permanente. Donc, on a des prairies permanentes dans des coteaux qui sont plutôt pâturés parce qu'on ne peut pas les mécaniser. Mais on peut aussi récolter une partie de nos cultures prairies permanentes qu'on met dans le méthaniseur. Le fait qu'on a un grand temps de séjour, c'est assez complémentaire de l'activité d'élevage parce que du coup, on va beaucoup plus loin dans la digestion qu'un animal peut le faire. Et ça, c'est assez intéressant. Les fumées d'exploitation, on les met aussi, sachant que nos bêtes sont le plus possible au pâturage. Donc, en fait, ça se ressent beaucoup sur la période d'hivernage.
On récupère aussi les liquides cérales produits sur la ferme, mais aussi quelques liquides cérales qui viennent d'organismes stockeurs voisins. Euh, donc voilà, les liquides cérales qui sont très méthanogènes. Et, euh, et donc, du coup, voilà, on est à peu près sur un volume d'intrants de 24 tonnes par jour. Donc, une fois que ces intrants sont incorporés et digérés, on récupère le digestat. Donc, voilà, on a une bonne capacité de stockage du digestat parce que on souhaite le mettre de la manière la plus opportune possible, c'est-à-dire pendant la croissance des végétaux. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a choisi de mettre un séparateur de phase pour avoir un digestat solide d'un côté et liquide de l'autre. Le digestat solide, il va pouvoir être étendu avec un épandeur à fumée classique. Euh, et puis le digestat liquide, on a la spécificité en fait de l'épandre avec une machine qu'on appelle un quadrafertile, un duafertile, qui est en fait une machine d'épandage 100 tonnes. Donc en fait on a sur la ferme un grand réseau qu'on a créé, qu'on a étendu. En fait on a repris le réseau d'irrigation et on a déroulé à peu près, enfin, on a enterré à peu près 7 km de ligne qui dessert l'ensemble des champs qui sont attenants. Donc, on a la chance d'avoir une structure d'exploitation qui est assez groupée, qui nous permet de faire ça. Et donc, avec cette machine, on peut épandre ce digestat aux meilleures périodes, donc c'est-à-dire souvent fin février, début mars, quand la plante a ses besoins de croissance, mars, avril, mai. Euh, et donc ça, c'est pour toutes les cultures, on va dire qu'on a plantées à l'automne. Donc cette machine, en fait, déroule un tuyau à une rampe et elle est légère, elle passe très bien. Donc nous, on est dans le sud de la Brenne, c'est une région qui est très hygromorphe. Donc ça nous permet de passer, dépendre vraiment à ce moment-là. On a une grosse pompe centrale qui alimente en fait ce réseau et avec un opérateur en fait, il peut piloter en même temps la machine et l'ensemble des pompes qui nous permet d'être assez efficace. Donc voilà, et de ne pas être sur la route non plus avec des tonnes. Voilà, c'est une des contraintes d'un mécaniseur. Donc, ouais, un système d'épandage très performant. Euh, On va poursuivre à la diapositive suivante, donc qui va permettre de faire un peu une synthèse des différents ateliers qu'on retrouve dans le système de Sylvain et des liens qui existent entre eux. Donc voilà, Sylvain, est-ce que tu peux nous décrire rapidement les synergies qu'il y a entre ces différents ateliers de ton exploitation? Donc, ben, on retrouve notre atelier de grande culture qu'on avait à l'origine avec l'atelier d'élevage. On y a rajouté un outil qui est le méthaniseur. Euh, donc voilà, au lieu de mettre nos fumiers en bout de champ avant qu'on les fait composter, qu'on les pendait derrière, ben, on valorise du coup le gaz produit par ces éléments. On a fait évoluer la rotation, comme je l'ai expliqué, pour mettre quelques cives dans la rotation. L'ensemble du digestat, du coup, retourne avec les grandes cultures. Il n'y a aucune vente à l'extérieur. L'ensemble du digestat est étendu sur notre ferme. On n'a pas de souci là-dessus. Euh, voilà, on a la chance d'avoir du coup la possibilité, on a des pluviométries qui sont quand même très aléatoires dans notre région, donc on a la chance d'avoir cette irrigation qui nous permet de sécuriser le système. Euh, Au point de vue des consommations énergétiques, voilà, c'est vraiment la chose là-dessus, on a bien progressé. On a encore beaucoup de progrès à faire dans les pratiques culturales. Donc voilà, c'est encore des volets de recherche qu'on fait dans les réimplantations de semis, sur les réimplantations de prairies. Voilà, il y a pas mal de travail actuellement là-dessus. Voilà, vous voyez, en production végétale, on est en bio à peu près à 25 quintaux hectares de blé. En maïs gras, on fait plutôt de bons rendements puisque on maîtrise l'eau. Et puis le sarrasin, un rendement de à peu près 10 quintaux en moyenne, hein. Donc ça, c'est des rendements moyens sur l'ensemble des années. Mais par contre, des bons prix de vente. Donc voilà. Donc en bio, malheureusement, voilà, les années précédentes, c'était compliqué hein, dans les prix de vente. Donc voilà, depuis quelques mois, on commence à retrouver des prix qui tiennent un peu la route. Voilà, je pense qu'il y a un gros travail sur l'écoulement de nos produits sur le territoire français. Donc, voilà. Et donc, dans la production animale, ben, on retrouve différentes catégories. Donc, des veaux rosés qu'on vend, dont je vous ai parlé, qui partent à moins de 10 mois, qui partent à la viande.
quelques broutards qui n'ont pas plu, au point de vue de la musique, n'était pas super, et donc du coup, qu'on n'a pas réussi à passer la barre des 8 mois avec un poids satisfaisant. Et puis sinon, des bœufs qu'on finit à l'herbe, donc du coup, qui ont une rotation beaucoup plus longue. Voilà. Et l'activité du coup, de production de biométhane, ce qui nous apporte un équilibre, on va dire, c'est un ensemble de la ferme, une bonne diversité. Donc, l'idée, c'est souvent la diversité facteur d'équilibre. Hmm, très bien. Donc là, on va repasser sur une slide un peu plus synthétique qui va résumer les intérêts et les points de vigilance du projet de méthanisation au sein de la ferme sur différents aspects. Donc voilà, notamment d'un point de vue économique. On a vu que l'unité permettait enfin la méthanisation permettait d'offrir une stabilité économique à l'exploitation grâce au contrat d'achat, notamment du biométhane qui est garanti sur 15 ans. Donc on a vu que la pérennisation de l'exploitation par la méthanisation avait permis à Sylvain de réaliser des embauches de salariés supplémentaires sur son exploitation. Bon après cependant il faut quand même mentionner que le projet de méthanisation nécessite des emprunts importants et donc des compétences de gestion économique et financière de son exploitant assez importantes. Donc voilà, si tu veux prendre la suite, Sylvain, je te laisse continuer sur les prochaines, enfin les catégories suivantes. On est sur l'intérêt agronomique. Euh, donc oui, c'est vrai que nous, on est beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup rencontré de gens un petit peu pour voir quel type de rotation faire. Et je pense que maintenant, on a vraiment réussi à intégrer dans notre rotation une grosse part de légumineuses, hein, puisqu'on trouve des légumineuses en première, deuxième, troisième année de prairie. Ensuite, on va retrouver aussi des légumineuses sur la troisième sol des céréales. On y intègre aussi de la févrole, qui est très bonne captatrice d'azote. Donc, donc, c'est dans notre rotation qu'on arrive vraiment à retrouver un intérêt agronomique, la rotation, hein, comme d'ailleurs on a parlé tout à l'heure, voilà, on arrive à bien maîtriser nos adventices. Donc, c'est vraiment un effet. Donc, il y a toujours à progresser là-dessus, mais on a déjà des bonnes bases. Euh, Au point de vue environnemental et voilà, sur l'autonomie de la ferme, c'était vraiment ce qu'on recherchait depuis longtemps. Et là-dessus, on peut dire vraiment qu'on a réussi à atteindre l'objectif. Donc, au niveau de la gestion de la matière organique, voilà, on entend souvent dire, ah oui, mais alors les méthaniseurs, ils font que de la matière organique, c'est avec ça. Mais en fait, quand on intègre une rotation avec notamment des prairies et des légumineuses, euh, moi, je l'avais constaté chez d'autres agriculteurs, et je le retrouve chez moi. Donc la matière organique, ça évolue très lentement, mais elle évolue positivement. Et ça, non, je le retrouve aussi hein, dans nos rendements, dans la capacité aussi de rétention en eau des sols. Donc, ça, c'est clairement positif. Et voilà, après, du coup, nous, on est dans une région, comme je disais d'ailleurs, qui était avec une faible pression foncière. Et donc, voilà, on n'a aucun souci d'épandage de digesta. Voilà, on en a plus, c'est très bien. On essaie d'en répartir moins sur une grande surface. Du coup, on n'a aucun souci chez nous à ce sujet-là. Donc voilà. Après, dans les contraintes, c'est vrai que c'est une astreinte de travail quotidienne. On arrive à bien la gérer. Quand on dit quotidien, on y passe 2 heures le matin et après, il y a de la vérification de paramètres. Mais voilà, ça a permis quand même de créer aujourd'hui, on a créé 5 emplois nets en plus des emplois qui existaient déjà. Donc, et bon, on est serein parce qu'on a aussi un contrat de rachat sur 15 ans. Maintenant, ça fait déjà 5 ans que ça tourne. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de quand même très positif. Ça permet de travailler dans la longueur, ça permet d'investir de manière raisonnée au bon endroit parce que là, on n'est plus dans du court terme. Et ça, c'est vraiment important pour nos firmes. C'est complexe, je pense, pour un grand nombre d'agriculteurs aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de visibilité. Alors, bien sûr, il y a des pics de travail. Souvent, mois de mai, avril-mai. Du coup, il faut savoir s'adapter à ces types de récoltes de cycle qu'on avait pas ou beaucoup moins avant. Donc voilà. Mais comme on a la main-d'œuvre derrière pour gérer ça, le matériel,
ça se passe plutôt bien et en l'extensifiant, du coup, on arrive aussi à bien faire évoluer ce système. Donc, euh, donc voilà, par rapport aux fermes voisines, voilà, on a des années qui suivent et qui ne se ressemblent pas. Par exemple, l'année dernière était très productive en herbe, beaucoup trop productive, hein, une année très pluvieuse. Et du coup, moi, j'ai énormément de voisins qui m'ont proposé ouais, de l'herbe à dégager parce que voilà, sinon, ils sont obligés, avant d'entrer dans l'hiver, de la broyer. Donc, ça ne les intéresse pas trop parce que c'est une consommation de carburant et de temps. Donc voilà, on a récupéré un petit peu, mais bon, après, les sous étaient fin criés, donc déjà, on fait tout ce qu'on peut, mais à un moment, on ne peut pas non plus aller plus loin. Donc voilà, puis on cherche à rester du coup dans un périmètre très proche hein, du terme. Donc voilà. Donc du coup, ben, sur le territoire, ben, c'est de l'activité qu'on apporte hein, sur le territoire. C'est les jeunes qui sont souvent motivés pour venir travailler ici. Donc on parle souvent de difficultés d'embauche. Je rencontre par an. Voilà, j'ai régulièrement des gens qui spontanément sont intéressés pour venir, parce que je pense qu'ils trouvent un sens dans ce qu'on fait. Et puis, avec ce système de fertilisation qu'on avait annoncé avant la construction et qu'on a fait, du coup, et une état avec une bonne proximité géographique entre les zones de collecte, ben, ça fait que, du coup, on a une très bonne intégration sur le territoire. Et ça compte parce que on vit sur ce territoire, hein, nous, on n'est pas à Paris ou ailleurs. Voilà, on est dans les conseils municipaux, on a nos voisins, tout ça. Donc, ben, c'est vrai que ça me paraît assez important et tant mieux, ça se passe bien. Super, merci. On va passer sur la diapositive suivante pour revenir sur le choix d'une méthanisation sur un modèle individuel. On retrouve des modèles de méthanisation qui se sont montés par plusieurs fermes qui se montent en collectif pour porter un projet. Et toi, tu as un modèle, enfin, tu as fait le choix de porter tout seul ton unité de méthanisation. Donc, on va voir que ça présente des avantages et certains inconvénients aussi. Donc oui, c'est vrai que voilà, moi je suis j'ai monté cette unité seule. Ça permet d'aller assez vite dans le raisonnement hein, quand il a fallu réfléchir, de savoir si on part en cogé, 250 kW, 500 kW, et puis en injection, ben, voilà, ça permet de, quand on maîtrise un petit peu l'ensemble des paramètres techniques et économiques, c'est sûr que ça permet d'aller beaucoup plus vite et de prendre l'opportunité. Donc du coup, bah, il faut savoir bien s'entourer. C'est-à-dire que bah, il y a toute l'équipe derrière qui est là avec des transferts de compétences, de la formation. Euh, et donc ça demande aussi, oui, bien sûr, une forte mobilisation hein, pendant ces années de réflexion de construction. Oui, c'était un gros investissement personnel, ça c'est sûr. Euh, qui n'est pas forcément, c'est vrai, accessible à tous parce que c'est des projets qui sont financièrement assez lourds. Donc parfois, c'est là où on voit que le collectif peut prendre le relais parce qu'il y a peut-être dans le collectif des gens qui vont être beaucoup plus à l'aise techniquement, beaucoup plus à l'aise économiquement et voilà, des gens qui vont moi, du coup, ça m'a permis de sortir assez rapidement cette unité. Et aujourd'hui, j'en suis très content. Donc, Très bien. Donc, on va passer à la dernière slide de la présentation. Donc, c'est pour réunir un peu les principaux conseils que tu pourrais donner à des agriculteurs qui souhaiteraient se lancer en méthanisation. Quelles seraient tes principales recommandations? alors déjà, oui, quand les agriculteurs qui souhaitent se lancer en autonomisation, il y a des associations d'agriculteurs qui sont là pour les accompagner et au point de vue de la région, dans chaque région, il y en a une et je vous incite fortement à les rencontrer. Ça a été mon cas et du coup, ça évite de reproduire des erreurs que d'autres ont fait avant et donc, du coup, c'est souvent très intéressant. Mais quand même, la base, c'est de bien dimensionner le méthaniseur avec son système d'exploitation et ne pas avoir trop d'excès de gourmandise. C'est-à-dire, quand on est autonome, bah, du coup, on est à l'aise parce que on sait qu'on a la matière chez nous. Euh,
Donc voilà, c'est vraiment avoir un raisonnement global sur l'ensemble des ateliers de la ferme qui est absolument nécessaire pour avoir une bonne réussite. Donc après, ben, bien sûr, il faut monter en compétence, hein. Tous, voilà, au début, la destination, on ne savait pas ce que c'était. Et donc, pour cette montée en compétences, maintenant, il y a de plus en plus de formations. Moi, au début, j'ai fait beaucoup avec des rencontres en direct avec des agriculteurs. Mais voilà, il y a ces associations qui sont là. Il y a aussi les chambres d'agriculture et puis d'autres partenaires, comme Solagro, par exemple, qui peuvent être là pour accompagner et essayer d'éviter de faire trop d'erreurs. Donc, ensuite, ce qui est important, c'est de savoir pouvoir critiquer les offres des constructeurs aussi. Les constructeurs, l'intérêt, c'est de construire. Nous, notre intérêt, c'est d'avoir une unité bien dimensionnée à nos fermes. Et donc là, du coup, ouais, il ne faut pas hésiter. Il y a des gens aussi qui sont là pour accompagner et pour bien réaliser ce dimensionnement technique et financier aussi. Donc voilà, sur les surfaces d'épandage, donc moi dans ma région, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a d'autres régions où c'est beaucoup plus tendu. Donc bah, c'est important de prendre ce paramètre en considération. Et donc là, c'est vraiment de savoir du coup ne pas de gérer au point de vue territorial, on va dire la bonne répartition des méthaniseurs. Les méthaniseurs, c'est un outil du coup, il faut savoir vraiment bien le répartir. Donc là, je pense qu'il y a aussi du travail un petit peu à faire là-dessus dans certaines régions. Euh, Ensuite, voilà, il y a tous les périphériques pardon, autour du méthaniseur, qui est aussi le parc de machines qu'il faut parfois adapter, qui peut être mutualisé aussi parfois. Et, euh, et dans les choix de process, ben, il y a vraiment différents types de process de méthanisation. Donc, ben, de bien savoir celui qui correspond à notre système. Donc, donc voilà, après, les métals, c'est souvent des flux de matière importants. Donc voilà, ça, c'est vraiment un point essentiel, à savoir où est-ce qu'on va placer le méthaniseur, comment on va être les flux. Et il y a moyen de répondre. Souvent, les gens autour peuvent être inquiets et à raison. Donc, c'est savoir qu'est-ce qu'on a mis en place. Il y a plein de solutions qui existent. Euh, donc, c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre à bras le corps aussi. Donc, voilà. Et donc, le dernier point, c'est que j'ai un peu évoqué ici, c'était voilà, la répartition des unités sur le territoire, notamment par rapport à certaines réalités, et je pense notamment à la région Bretagne. Euh, voilà. Merci Sylvain pour toutes ces précisions. On va prendre un temps maintenant un peu de questions-réponses. Alors, il y a juste quelques questions qui détaillent le système, parce qu'au début, le son n'était pas très bon. Est-ce que tu peux redire la SAU globale de l'exploitation et le nombre de mères et le nombre d'animaux produits? Voilà, donc, il y avait 472 hectares de SAU avec à peu près 70 maires. Euh, Moi, j'ai diminué une partie de mon troupeau pour retrouver un bon équilibre. Il n'en reste que voilà, la complémentarité entre mon élevage, l'atelier grande culture et l'atelier méta. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est à travailler finement. On progresse au cours du montage du projet, mais aussi ensuite en réalité. Euh, et donc voilà, c'est toujours quelque chose qui est ajusté. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un bon équilibre. Merci. Alors, je rappelle à toutes les personnes présentes qu'il y a sur le site Osae de Solagro, vous trouverez tous les détails de l'exploitation avec des fiches résumées et des vidéos, etc. Donc, toutes les questions techniques, vous les retrouverez. Il y a eu aussi quelques petites questions techniques sur sur le type de prairie temporaire que tu implantais. Alors, en prairie temporaire, ce qu'on implante, du coup, on a fabriqué un semoir un petit peu particulier qui est capable de semer le seigle et derrière, avec une seconde trémie, de semer les graines qui composent la prairie, avec un rouleau qui s'appelle derrière pour faire tout ça en un passage. Dans ce qu'on appelle la prairie, donc on va y mettre souvent, donc on met beaucoup de semences de ferme
Donc dans les légumineuses, on va y mettre du trèfle blanc, trèfle violet. Euh, sur les graminées, on va souvent retrouver du raisin, du datil, de la fécule élevée. Et quand c'est des prairies de 3 ans, ce qui est quand même plus la majorité, c'est la prairie temporaire, donc on va plutôt avoir des espèces de raisin pour avoir aussi une bonne production et un bon équilibre entre nos légumineuses et nos graminées, parce que voilà, les légumineuses sont magnifiques une théorie. Merci. Alors, des questions un peu plus complexes maintenant sur la souplesse du système, ou en gros, qu'est-ce qui se passerait à ton avis si tu avais une année très sèche? Est-ce que ton accès à l'eau est sécurisé, ou qu'est-ce qui se passe si tu as moins d'eau et si la production fourragère diminue? Comment tu pilotes la ferme en année sèche entre la nécessité de nourrir les animaux et puis de nourrir le digesteur de l'autre côté? Alors bon, moi, c'est vrai que j'ai un accès à l'eau qui est ultra sécurisé, hein, j'ai beaucoup de chance, c'est une chose qui pourrait se faire ailleurs aussi, mais voilà, il y a 20 ans, c'est vrai qu'il y a une rue collinaire qui a été construite. Elle fait 270 000 mètres cubes, donc ça couvre plus de 200 hectares irrigables à l'aise. Donc, on fait pas non plus d'une irrigation hyper intensive, hein, comme on n'a pas des gros potentiels, on ne cherche pas non plus donc oui, on est très sécurisé là-dessus. Comme je l'ai dit, de faire des cives d'automne, enfin implanter à l'automne, ça sécurise quand même très bien le système. On voit là depuis 6 ans qu'on est assez régulier en rendement là-dessus. Comme on est région à faible potentiel agronomique, on n'a pas de très gros rendements, mais ils sont réguliers. Donc, euh, donc il n'y a pas de grosse crainte. Et au pire, on peut faire quelques cives d'été. Euh, qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas particulièrement besoin. Il y a encore ces solutions-là qui peuvent venir. Et le principal, l'atout majeur, c'est d'avoir du stockage. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment investi sur des grands silos. J'ai quasiment 1 an de marchandises d'avance. Ça se conserve très bien. Et du coup, ça, c'est le meilleur filet de sécurité. Et puis pour nous, c'est quand même très agréable parce qu'on leur dit en fait, voilà, on a de quoi faire. Donc, mais on retrouve cette même problématique en élevage, hein, c'est-à-dire d'avoir des ateliers proportionnés à la capacité de nos fermes. Oui, il y a aussi l'argument dont on discutait l'autre jour, c'est le lien que tu peux avoir avec tes voisins dans des années où voilà, il y a une production fourragère très importante. En quoi ton système permet de récupérer cette matière et de la stocker pour le bénéfice de tout le monde, en fait. Tout à fait, hein, voilà, les voisins, c'est arrivé plusieurs années là. Donc voilà, quand on a des productions fourragères, moi, il y a énormément de voisins qui ont des prairies permanentes ou des prairies temporaires plutôt assez longues. Hein, on est vraiment dans une zone quand même d'élevage. Donc ben, ces années-là, en gros, voilà, les foin ne vaut rien. Hein, quand il y a trop d'herbe, franchement, c'est difficile de le vendre. La qualité n'est pas souvent la meilleure quand il y a des gros volumes. Et donc du coup, ben, ça devient presque une contrainte hein, pour les agriculteurs, parce que du coup, on sait que quand l'herbe est trop développée avant d'entrer dans l'hiver, ça, ça impacte la pousse de l'année suivante. Donc du coup, voilà, il y a du broyage. Donc nous, à partir du moment où il y a un volume suffisant, on peut intervenir et du coup récolter cette matière. Voilà, si vraiment il y a 3 fois rien, on ne va pas non plus mettre des machines pour rien récolter, mais la majorité du temps, ça se passe très bien et c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Économie pour l'agriculteur qui n'a pas à broyer et nous, du coup, valorisation. Merci. Alors du coup, des questions qui sont en rapport avec la rotation que tu as mis en place et quel lien direct ou indirect il y a avec la méthanisation, ou dit autrement, est-ce que tu aurais pu mettre en place la même rotation du point de vue agronomique sans le méthaniseur, et qu'est-ce qu'apporte le fait d'avoir le méthaniseur dans l'histoire en fait? Alors clairement, la rotation n'était pas tout à fait pareil parce que là, quand on fait une prairie sous implantation avec une prairie sous couvert de seigle, il n'y avait pas de méthaniseur, en fait, on n'aurait peut-être pas eu l'idée de mettre le seigle. On s'est aperçu à notre grande surprise que ça permettait d'avoir des prairies très propres, c'est-à-dire par des erreurs de semis. Parfois, on s'est rendu compte que quand il n'y avait pas le seigle qui était par-dessus, ben, en fait, on avait des prairies qui
était couvert par exemple de Runex ou qu'on n'a pas du tout comme en association. Donc ça, c'était plutôt une découverte. Donc oui, ça nous a fait changer un petit peu notre système de rotation. De toute façon, les légumineuses, voilà, c'était le chemin qu'on prenait. Donc voilà, on l'a accentué. Voilà. Ok. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Donc, évidemment, tu confirmes qu'il n'y a aucune culture principale qui va dans Oui, on n'a pas besoin de mettre des cultures principales qui va mettre des désherbes. dans notre système. Parce que voilà, on maîtrise bien, on a nos capacités de stockage et que ça nous va très bien. Les cultures principales, on préfère les vendre, hein, et d'autant plus en bio, hein, parce qu'elles ont quand même une valorisation nettement supérieure. Donc voilà, l'intérêt, c'est de vendre, hein. D'autre part, dans la réglementation en France, on ne peut pas valoriser plus de 15% de son gisement total en culture principale. Et après, au montage des projets pour l'obtention de subventions à l'investissement, certaines régions imposent 0% de culture principale dans le gisement valorisé dans le méthaniseur. Donc voilà, en France, ça reste aussi réglementé à ce niveau-là. Et puis, bon, pour finir, bah, parlons un peu d'avenir. Quelles sont les idées que tu as en tête pour les 5 à 10 prochaines années sur l'amélioration du système existant ou si tu avais si t'avais, si t'avais un accès illimité à des moyens ou des ressources, quel serait ton projet idéal? Alors, mon premier projet qu'on aimerait passer le plus tôt possible, notre dernière dépendance, c'est le carburant qu'on utilise avec nos machines. Et donc, du coup, ça serait d'avoir une station de GNV, gaz naturel pour véhicule, sur notre site, avec des machines, du coup, carburant au gaz. Donc voilà, c'est en train de se lancer. Moi, je suis assez jeune, donc je ne peux pas non plus me permettre de prendre trop de risques. Donc, j'ai des collègues qui sont un petit peu plus d'analyse financièrement et voilà, qui se lancent dans ces projets. Donc c'est en train de se développer, hein, c'est toujours l'œuf et la poule, hein. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de station, il n'y a pas de véhicule, et quand il n'y a pas de véhicule, c'est plus difficile d'avoir des stations. Donc ça, c'est en cours. Voilà. Ensuite, il y a la valorisation du CO2, puisque de l'épurateur, en fait, il y a une partie du CO2 pur qui est rejetée. Donc, il y a plusieurs types de valorisation. Ça peut être comprimé pour repartir dans l'industrie. Nous, l'idée, ce serait plutôt de le valoriser en mettant dans des serres à proximité. Donc voilà. Alors après, moi, je ne peux pas me multiplier en 10, donc il faut trouver aussi des porteurs de projets qui ont envie de lancer là-dessus. Donc on travaille sur le fond là-dessus. C'est pas en un claquement de doigts, mais je pense que ça va venir. Donc ça, c'est sûr que c'est deux axes de développement qui me tiennent à cœur. Et puis, dernière question sur la transmissibilité de tout ce que de tout ce que tu as bâti en termes, voilà, en termes de, à la fois l'investissement que ça représente et puis comment transmettre ce type d'exploitation. C'est vrai que voilà, nous on se rend compte hein, dans les associations, on est tous des agriculteurs, souvent, pas que, mais souvent des structures familiales, et on a à cœur de pouvoir les transmettre ces outils, on va dire, sur des structures de taille familiale. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention comment on développe les ateliers. Il y a beaucoup d'interactions entre ateliers, et donc, du coup, c'est de dimensionner tout ça et que ça reste cohérent. Économiquement parlant, on a un bon équilibre. Donc déjà, c'est quand même un point fort, hein. C'est quand même, je trouve triste, notamment dans nos régions où on voit énormément d'enfants, d'agriculteurs qui n'osent plus s'installer dû à l'insécurité économique et le découragement aussi. Euh, donc voilà, c'est vrai que cet outil en plus, certains nous permet quand même de pérenniser et de donner beaucoup plus envie à des jeunes de s'installer, c'est sûr, parce qu'on est beaucoup plus autonome aussi. Et on le sera encore plus demain, je pense. Très Très bien. bien. Euh, Encore un grand merci à Sylvain pour ce retour sur son système et ces échanges très riches et porteurs
pour l'avenir. Donc, on vous rappelle que les questions auxquelles on n'a pas pu répondre en direct ou dans le chat seront repassées en revue et on vous transmettra une FAQ avec le replay du webinaire. Donc, voilà, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci également à l'équipe support à Solagro qui nous permet de réaliser ces webinaires. Et voilà, on vous souhaite une bonne journée et on va clore ce webinaire. Au revoir. Au revoir.